C'est ça. Yes. Et bon, on y va, c'est parti. S'il veut me lancer, mais pourquoi il me lance pas les trucs, moi? Ah si, c'est bon, c'est moi qui se trompe de bouton. C'est bon? Bah oui, c'est bon. D'accord. Il Donc oui, m'énerve, aujourd'hui, lui. Adolphe Thiers. Alors, beaucoup de personnes vont faire une liaison. Moi, je dis bien Adolphe Thiers. Il y en a, ils vont dire Adolphe Thiers. Voilà, mais le vrai nom, c'est Adolphe Thiers. Il faut pas que tu bugs en Né connexion au moment où le il faut 15 pas. avril T'es en train de bugger, 1700. Romu. Ah. Faut savoir, vu Ouais. qu'on est chacun chez soi, évidemment, Ouais, on dépend de notre l'écran, internet. c'est Hein. C'est comme tout d'ailleurs, même pour diffuser ce soir, on est obligé toujours d'avoir internet, vu qu'on nous sommes évidemment. Je dirais peut-être même pas une radio web, mais une web TV. Du coup. Mais même si on est en simultané sur Rolix Radio, évidemment. Mais vu qu'on est sur Twitch en direct, je le rappelle quand même pour Rolix, nous sommes quand même en direct sur Twitch, évidemment pour World sans limite. Donc on a la vidéo. C'est vrai que des fois on oublie un petit peu qu'on est diffusé ailleurs. Pas moi surtout. Vas-y, Romu, continue. Donc oui, Adolphe Thiers, né le 15 avril 1797 à Marseille, est mort le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye. Il est d'abord tout un avocat, journaliste, historien et un homme d'État français. Arrivé à Paris à l'âge de T'es en train de bugger à mort là, Romu. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais là tu bugs. Allô? 4 ans, Allô, ambitieux et sans fortune. Bah, il entend même pas en fait. Je coupe tout là. Si, je t'ai dit, je coupe tout sur l'autre PC. Oui, mais du coup, oui, donc tu m'entends pas en temps réel, tu m'entends en décalé. Non, non, mais je t'entends de là, pas de là, et de là. Ok. Donc du coup là c'est bon. Enfin, là ça a l'air d'aller. Continue. Ouais. Bah continue. J'ai- Si ça bug encore, on sera obligé de que je t'aide du coup. De me reporter. Non. Donc, arrivé à Paris à l'âge de 24 ans, ambitieux et sans fortune, il aura servi de modèle à Balzac pour le personnage de Rastignac, journaliste anticlérical et patriote de l'opposition libérale, auteur à succès avec une histoire de la Révolution française. Il est un exemple de l'évolution des classes dirigeantes françaises, à la recherche d'un nouvel ordre institutionnel stable, l'effondrement de la monarchie absolue en 1789 par son rôle majeur. Et là nous l'avons perdu. Dans la mise en place du régime politique. Non mais c'est une blague. Mais je te jure, mais tu bugs encore plus qu'hier. Oh, On est marre de ce PC. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui bug. Parce que là t'as changé de PC du coup. Eh non, je suis sur le même qu'hier. Ok. Mais il y a tout qui bug, hein, c'est-à-dire même la vidéo, hein, même tout ça, tout. En même temps, je bouge pas, donc. Oui non mais enfin bref, continue. Non, mais moi aussi, j'ai de la misère avec mes applications Facebook. Il n'y a rien qui ouvre Twitch. C'est bien, mais en même temps c'est des problèmes aussi, oui PC sûrement, mais il y a des problèmes de connexion aussi chez chacun. Faut savoir que dans le Nord on a un temps pourri là. Aussi. Moi aussi, hein. Donc, c'est un auteur à succès d'une histoire de la Révolution française. Il est un exemple de l'évolution des classes dirigeantes françaises, à la recherche d'un nouvel ordre institutionnel stable après les. Ah et ça on l'avait compris ça. Je reprends. Je signale que Patricia se casse le fesses pour faire le montage après. Oui c'est vrai, mais du coup si ça bug trop c'est tout, ça t'aura juste une semaine, enfin une émission que tu seras pas dessus, c'est tout, c'est pas grave. Et du coup, j'ai perdu mes lignes. Mais non. Après l'effondrement de la monarchie absolue en 1789 par son rôle majeur dans la mise en place des régimes politiques successifs ayant suivi l'échec de la Restauration en 1830. Merci. Vous en prie. Il contribue aux Trois Glorieuses et joue un rôle décisif dans la mise en place de la monarchie de Juillet. Élu à l'Académie française, marié et devenu riche, il est député plusieurs fois ministre et 2 fois président du Conseil. Partisan d'une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi règne mais ne gouverne pas, il s'éloigne du roi Louis-Philippe Ier au nom de l'esprit national sur la politique étrangère. Crise
de 1840 et devient l'adversaire, alors je vais sûrement écorcher le nom, De Guizot. de Guizot. Ou Guizotte, Est-ce ça que dépend ça pour se- ceux qui disent. Mais... Ouais, voilà, de Guizot au nom de des libertés parlementaires. C'est fou parce qu'on voit ce qui se passe. Ça sert à rien d'argumenter parce que tu Non, on n'entend plus. Ce qui se Allô. passe avant. Pardon, oui. Oh merde. Oui, je suis là. Je disais, c'est fou parce que quand on voit que déjà à l'époque, il y avait des crises comme ça parlementaires, en fin de compte, on est encore dedans. On y est toujours, oui, complètement. Mais c'est, On oui. est encore dedans. Après la révolution Donc, de je- 1848, Voilà, après la révolution de t'es pas obligé de répéter, tu peux juste enchaîner. 48, Oh merde. merde. Il se rallie à la République et devient l'une des figures du parti de l'ordre opposé au coup d'État du 2 décembre 1851 qui fut, en fin de compte, c'est Napoléon, enfin le futur Napoléon III qui est président, qui fait son coup d'État pour devenir empereur des Français, donc ça sera le deuxième empire, mais il régnera sous le nom de Napoléon III, dont il a Bisous, bisous. appuyé la candidature de la présidence de la République en 1848. Il ne se rallie donc pas à ce second empire et commence une longue traversée du désert. Il écrit la suite de sa révolution, l'histoire du consulat et l'empire en 20 volumes. C'est ça qu'on est en exil et pas en écrit. En 20 volumes, qui sont de nouveau un succès de librairie, élu en 1863 à Paris. Il devient un des principaux auteurs de l'opposition libérale et s'oppose à la guerre franco-allemande de 1870. Déjà à cette époque-là, on se faisait la guerre. Et en février 1811, après la chute du Second Empire consécutive à la défaite de Sedan, pendant la guerre contre la Prusse, il devient chef du pouvoir exécutif de la République française, c'est-à-dire à la fois chef de l'État et du gouvernement, donc président, avec Jules Dufort comme vice-président du Conseil. Il négocie le traité de paix avec Bismarck et réprime dans le sang l'insurrection de la Commune. En août 1871, par la loi Rivet, j'ai perdu une ligne, Il permet devient. Aurel, ton bled il est trop fort, on Il entend devient- quasiment pas Romu. Non, c'est pas ça, c'est qu'il bug. Donc forcément, tu peux pas Non, non, l'entendre. vraiment, ton bled, quand il y a la musique en arrière, il est vraiment trop fort, on entend à peine la Ouais, voix c'est de- vrai. Non, c'est vous qui entendez pas, mais de toute façon, vous n'avez rien à foutre. Mais quel enculé. Bon, on essaie d'écouter Remu quand même, hein, c'est sa chronique. Hein. Bah oui, bah on l'écoute, qu'ils finissent là. On en est en août 1871. Par la loi Par la Rivet. loi Rivet, il devient président de la République française. Il organise notamment l'emprunt national qui permet l'évacuation anticipée du territoire par les troupes d'occupation. En mars 1873, il est salué par l'Assemblée nationale comme le libérateur du territoire. Son ralliement à une république conservatrice provoque en mai 1873 sa mise en minorité par les monarchismes majoritaires à l'Assemblée nationale. Comme quoi, il y a toujours un parti royaliste en France. Et entraîne sa démission de la présidence de la République. Mais il ouvre la voie à une alliance de la droite orléaniste. Donc la droite orléaniste, c'est ceux qui soutiennent le comte de Paris, libéral, et la République modérée, dirigée par Léon Gambetta, qui par la voie de l'opportunisme va fonder la Troisième République. Bien, merci mon petit Romu. De rien. Ah la vache. On va attendre Non, décalage. je l'ai entendu, mais j'ai mis du temps à répondre. C'est moi. Allez, allez. L'instant histoire, évidemment, que vous venez